Le son doux d'un piano emplissait l'air du petit bistrot du Marais, à Paris, se mêlant au tintement discret des couverts contre la porcelaine fine. Pour Mathieu Girard, c'était le son de la paix. Au milieu d'un agenda chaotique de réunions interminables, de décisions brassant des millions d'euros et de la pression constante pour maintenir son empire technologique au sommet du marché français, son déjeuner quotidien dans cet élégant restaurant était un véritable sanctuaire. C'était son havre de tranquillité dans un monde bruyant et implacable. La cuisine était impeccable, l'ambiance sereine et accueillante, mais la véritable raison de sa loyauté inébranlable envers ce lieu avait un nom qui résonnait comme une musique à ses oreilles chaque jour. Camille. Par ailleurs, si vous aimez les histoires émouvantes comme celle-ci, abonnez-vous à notre chaîne. Commentez aussi pour nous dire d'où vous regardez cette vidéo. Elle se déplaçait dans la salle avec une grâce naturelle qui semblait chorégraphiée, comme si chaque pas faisait partie d'une danse silencieuse et élégante. Ce n'était pas seulement une serveuse accomplissant son travail mécaniquement, c'était la véritable âme de cet endroit spécial. Ses cheveux châtain foncé étaient toujours attachés en un chignon simple, mais élégant, et ses yeux couleur de miel irradiaient une gentillesse authentique de plus en plus rare à trouver. Elle n'avait jamais besoin d'un carnet pour prendre la commande de Mathieu. Elle connaissait chaque détail de ses préférences comme s'ils étaient gravés dans sa mémoire. Comme d'habitude, Monsieur Girard, demandait-elle avec un sourire chaleureux qui semblait illuminer jusqu'au coin le plus sombre de la salle, insufflant vie à l'atmosphère raffinée. « Vous le savez bien, Camille. C'est le meilleur moment de ma journée, » répondait-il avec sincérité, sentant immédiatement la tension accumulée sur ses épaules commencer à se dissiper comme la brume au soleil du matin. C'était toujours un filet mignon sauce moutarde de Dijon, saignant exactement comme il l'aimait, accompagné d'un gratin dauphinois croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur, et toujours un généreux verre de vin rouge maison, un Côte du Rhône qu'il avait découvert là et qui était devenu son favori absolu. La conversation entre eux était brève et professionnelle, mais chargée d'une familiarité confortable qui transcendait la simple relation client-serveuse. Elle s'enquérait sincèrement de sa journée, montrant un réel intérêt pour ses réponses, et il s'enquérait de la sienne, voulant savoir si tout allait bien, si l'école de gastronomie qu'elle suivait le soir se passait comme prévu. C'étaient de précieux petits îlots de normalité et d'humanité dans sa vie extraordinaire et souvent solitaire au sommet. Camille ne le voyait pas comme le Mathieu Girard à la une des magazines d'affaires et d'économie. Le jeune prodige qui avait bâti un empire technologique milliardaire avant 35 ans. Pour elle, il était simplement Mathieu, le gentil client de la table 7, qui appréciait son steak préparé d'une manière très spécifique et qui avait toujours un mot aimable à partager. Et lui, à son tour, voyait en elle une personne vraiment réelle et authentique, dont le sourire n'était à vendre à aucun prix et dont la gentillesse était un don véritable, non une formalité calculée ou intéressée. Cependant, cette paix délicieuse et réparatrice était brutalement interrompue une fois par mois, comme une horloge marquant un rendez-vous indésirable. La tradition était immuable et incontestable. Le dîner mensuel obligatoire avec sa fiancée Caroline et les parents de celle-ci, Jean-Pierre Dubois et Catherine Beaumont. Le cadre était exactement le même, ce même bistrot élégant qu'il aimait tant le jour, mais l'atmosphère se transformait complètement à leur arrivée. L'air, auparavant léger et accueillant comme une étreinte, devenait dense et lourd, chargé de formalités étouffantes et d'attentes non dites qui planèrent sur la table comme un nuage sombre. La première chose que Mathieu remarquait invariablement était l'absence douloureuse de Camille. Lors de ces dîners spécifiques, elle n'était jamais présente. Le service était toujours assuré par un autre serveur, un homme plus âgé nommé Pascal, efficace et poli, mais totalement dépourvu de la chaleur humaine et de la connexion authentique que Camille apportait naturellement. Mathieu avait demandé de ses nouvelles une fois, mu par la curiosité et peut-être par un désir inconscient de voir ce visage familier. « C'est son jour de congé, monsieur. » qu'avait répondu sèchement le serveur Pascal, mettant fin au sujet avant même qu'il ne puisse se développer. Cela semblait une coïncidence bien improbable qu'elle ait toujours congé exactement le même soir du mois. Mais Mathieu, perdu dans son anxiété de plaire à celle qui serait sa nouvelle famille et de s'intégrer à ce monde sophistiqué, laissait simplement passer sans questionner plus profondément. Caroline Dubois était l'incarnation parfaite de l'élégance et du raffinement. Belle d'une manière presque irréelle, cultivée, parlant couramment 4 langues
avec un sourire éblouissant qui pouvait désarmer des armées entières et conquérir n'importe quel cœur. Mathieu l'aimait profondément, ou du moins il aimait intensément l'idée romancée qu'il s'était construite d'elle au fil de leurs 2 années de relation. Il aimait la façon précise dont elle semblait compléter parfaitement sa vie réussie, la touche indubitable de sophistication internationale et de culture qu'elle apportait à son monde auparavant dominé uniquement par les chiffres, les codes et les affaires. Elle était tout ce dont il pensait avoir besoin pour enfin se sentir complet et accepté dans des cercles qui lui étaient autrefois interdits. Ses parents, Jean-Pierre Dubois et Catherine Beaumont, se disaient descendants directs d'une ancienne lignée aristocratique française et tenaient absolument à ce que tout le monde autour d'eux le sache à chaque occasion possible. Jean-Pierre était un homme grand et imposant, à la posture impeccablement droite et au regard perçant, qui semblait évaluer constamment le prix exact de tout et de tous autour de lui, comme si chaque personne était une marchandise à évaluer. Catherine était l'image parfaite de la matriarche traditionnelle, toujours parée de ses colliers de perles authentiques et affichant un air calculé de supériorité subtile qu'elle maîtrisait comme un art raffiné. Tous deux étaient des piliers de la haute société parisienne, maintenant leurs racines comme un insigne d'honneur et de supériorité. Et puis, inévitablement, commençait le véritable spectacle qui se répétait chaque mois comme une pièce de théâtre rodée. « Ah !» disait Jean-Pierre à Caroline, juste après l'arrivée des hors-d'œuvre, sa voix chargée de cet accent parisien exagéré qu'il cultivait soigneusement. « Je viens de me souvenir de cette histoire fascinante de notre cousin André à Avignon. C'est incroyable, ma chérie. » Et ainsi, tel un rideau de fer s'abattant brusquement, la langue étrangère s'installait lourdement sur la table, créant une barrière invisible mais infranchissable. La conversation s'écoulait alors rapidement dans un français mélodieux et accéléré, laissant Mathieu complètement isolé et perdu, comme un étranger à sa propre table. Il ne comprenait pas un seul mot de cette langue qui sonnait si joliment, mais qui était devenu le symbole de son exclusion. Tout ce qu'il pouvait faire était de sourire de manière forcée, d'hocher la tête mécaniquement lorsque cela semblait approprié, et de tenter désespérément de déchiffrer leur langage corporel à la recherche d'indices sur ce dont ils discutaient avec tant d'animation. Il voyait clairement les regards complices et chargés de sens constamment échangés entre les 3 membres de la famille. Il voyait les sourires contenus et énigmatiques de Catherine, qui semblait cacher des secrets, les gestes expansifs et théâtraux de Jean-Pierre, tandis qu'il racontait ses histoires interminables, et le rire délicat et cristallin de Caroline, qui résonnait comme une musique à ses oreilles, mais qui portait maintenant une teinte d'exclusion. Il ne parlait pas simplement de banalité familiale, comme Caroline l'affirmait toujours. Il se connectait à un niveau profond et intime qu'il ne pourrait jamais atteindre ou comprendre complètement. Et franchement, il semblait mettre un point d'honneur délibéré à le souligner et à l'accentuer à chaque rencontre, comme s'il voulait lui rappeler constamment qu'il était un étranger dans ce cercle fermé et aristocratique. C'était une manière subtile, mais extrêmement efficace de le maintenir à sa place, de lui rappeler que malgré toute sa richesse et son succès entrepreneurial, il n'était encore que le fils d'un simple commerçant de province, quelqu'un qui avait fait fortune, mais qui n'aurait jamais le véritable raffinement et la culture qui venaient avec des siècles de lignée. Occasionnellement, Caroline se tournait gracieusement vers lui au milieu de la conversation française, posant sa main parfaitement manucurée sur la sienne, dans un geste qui se voulait réconfortant. « Ne t'inquiète pas, mon amour, ce ne sont que des banalités familiales ennuyeuses qui ne t'intéresseraient pas. Papa raconte juste une vieille histoire sur un vignoble qui appartenait à mon arrière-grand-père, » disait-elle de sa voix douce et veloutée, sonnant comme une consolation soigneusement répétée. Mais Mathieu n'était absolument pas dupe, malgré ce qu'il pensait clairement de lui. Il avait bâti un empire technologique multimilliardaire à partir de rien, commençant dans une petite chambre de bonne avec seulement un ordinateur d'occasion, basant tout son succès extraordinaire sur sa capacité aiguisée et presque instinctive à lire les gens avec une précision chirurgicale, à comprendre les motivations cachées et à déchiffrer les situations complexes derrière des façades soigneusement construites. Cette compétence avait fait de lui l'un des entrepreneurs les plus prospères de sa génération en France, capable de prévoir les mouvements du marché et d'identifier des opportunités que d'autres ne voyaient pas. Il voyait parfaitement la différence flagrante entre une simple
Conversation sans prétention, sur des vignobles ancestraux et l'éclat, particulier et malicieux, qui apparaissait dans les yeux de Jean-Pierre lorsqu'il le regardait délibérément et disait quelque chose en français qui faisait invariablement glousser Catherine derrière sa main gantée comme s'il partageait une blague privée à ses dépens. Il se sentait exactement comme un objet curieux exposé dans un musée de curiosités, une attraction intéressante mais inférieure dont il discutait ouvertement et sans aucune gêne, complètement protégé et en sécurité derrière la barrière impénétrable de la langue. La sensation était profondément humiliante et douloureuse, un nœud serré d'impuissance croissante, se formant inexorablement dans son estomac à chaque dîner. « Pourquoi ne parlez-vous pas en français que je puisse comprendre ?» demanda finalement Mathieu à Caroline un soir dans la voiture luxueuse, en rentrant chez eux, après un autre de ces dîners torturants. Note, ici falar en portugais est remplacé par le fait qu'il ne comprend pas leur français rapide et codé, ou qu'il demande simplement qu'il s'inclue. Je me sens comme un parfait étranger à table, comme si je ne faisais pas partie de la famille que je suis sur le point d'intégrer officiellement. Caroline poussa un long et lourd soupir, un son las et théâtral comme si sa question sincère était un fardeau injuste qu'elle était forcée de porter. « Mathieu chéri, tu es encore trop sensible avec ça. C'est leur langue maternelle, la langue qu'ils ont apprise depuis le berceau. Tu dois comprendre que parfois les mots coulent naturellement. C'est plus confortable pour eux de s'exprimer ainsi. Ça n'a absolument rien à voir avec toi, mon amour. Ce ne sont que de vieilles histoires de famille ennuyeuses qui ne t'intéresseraient vraiment pas. Tu ne manques rien d'important, crois-moi. » Il voulait désespérément la croire, voulait de toutes ses forces accepter cette explication simple et rassurante. Qu'il regardait son visage, si parfaitement beau et serein sous les lumières colorées de la ville qui défilait rapidement par la fenêtre de la voiture et se forçait violemment à ravaler ses doutes croissants, les repoussant au fond de sa conscience. Il l'aimait profondément, était complètement amoureux. Il n'était qu'à 3 mois de l'épouser lors d'une cérémonie qui serait l'événement mondain de la saison à Paris. C'était la famille qu'il choisissait consciemment, la famille qui serait la sienne pour le reste de sa vie. Et si le prix à payer pour cette vie apparemment parfaite, pour cette entrée définitive dans un monde de sophistication et de culture qu'il avait toujours admiré de loin, était de se sentir comme un parfait idiot exclu une fois par mois. Peut-être que cela valait vraiment la peine de supporter cet inconfort. Du moins, c'est exactement ce qu'il se répétait, essayant de s'en convaincre, tandis que l'écho des rires en français résonnait encore obstinément à ses oreilles comme un rappel constant et douloureux que, à cette table spécifique, dans ce cercle fermé et exclusif, il était et serait peut-être toujours éternellement un étranger indésirable, quelqu'un de toléré par nécessité, mais jamais vraiment accepté comme un égal. Les mois s'écoulaient lourdement, chaque dîner mensuel devenant progressivement plus difficile à supporter que le précédent. Mathieu commençait à ressentir une sensation croissante et troublante au fond de son estomac chaque fois que la date approchait sur le calendrier, une sorte de terreur anticipée qui le laissait agiter les jours précédents. Il savait exactement ce qui allait arriver. Les conversations incompréhensibles qui l'excluaient complètement, les regards qu'il ne pouvait déchiffrer mais qui semblaient chargés de sens cachés, la sensation étouffante d'être jugé et considéré comme inadéquate selon des normes qu'il ne comprenait même pas totalement. Et le pire de tout était de voir Caroline, la femme qu'il aimait de tout son cœur et avec qui il prévoyait de passer le reste de sa vie, participer activement à cette dynamique d'exclusion sans montrer le moindre malaise ou embarras, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, de le laisser complètement à l'écart. Mais la vie suivait son cours implacable. Les affaires continuaient d'exiger toute son attention pendant la journée, et Mathieu trouvait son refuge nécessaire dans les déjeuners quotidiens au petit bistrot du Marais. Là, en la compagnie silencieuse mais réconfortante de Camille, il parvenait à respirer à nouveau librement, parvenait à être simplement lui-même sans masque ni prétention. Elle ne posait jamais de questions invasives sur sa vie personnelle, ne le pressait jamais pour obtenir des détails intimes. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux attentifs et sensibles, dans son sourire authentique et chaleureux, qui le faisait se sentir compris et accepté exactement tel qu'il était, sans avoir besoin de prouver constamment sa valeur ou sa sophistication. Un jour, alors qu'elle posait son plat préféré avec soin sur la table, avec cette précision délicate qui caractérisait tous ses mouvements, Mathieu remarqua une expression différente sur son visage. Quelque chose qu'il ne parvenait pas à identifier complètement
mais qui semblait être un étrange mélange d'inquiétude et d'hésitation. « Tout va bien, Camille ?» demanda-t-il avec une réelle préoccupation, reposant la fourchette qu'il portait déjà à sa bouche. « Oui, monsieur Girard », répondit-elle rapidement, mais son sourire n'atteignit pas complètement ses yeux comme d'habitude. C'était un sourire poli mais distant, différent de celui chaleureux et accueillant qu'il connaissait si bien. « Juste une longue journée fatigante à l'école. J'ai un examen difficile de technique de pâtisserie avancée qui arrive, et je suis un peu stressé par la préparation. » Il n'insista pas à ce moment précis, respectant son espace et son intimité. Mais il garda cette expression inquiète en mémoire, ce regard qui semblait vouloir dire quelque chose d'important, mais qui se retenait pour une raison inconnue. Il y avait quelque chose de différent dans l'air entre eux, une tension subtile qui n'existait pas auparavant, comme si elle portait un poids invisible qu'elle ne savait pas comment partager ou si elle devait le partager. La date du prochain dîner mensuel approchait rapidement sur le calendrier comme un nuage noir à l'horizon, et Mathieu sentait l'étreinte familière se resserrer dans sa poitrine. C'était le 3e jeudi d'octobre, une date qu'il avait marquée d'un petit X rouge dans son agenda numérique, comme s'il marquait un rendez-vous dentaire désagréable, mais nécessaire. Tout en ajustant méticuleusement le nœud de sa cravate en soie italienne dans le miroir du hall d'entrée de son luxueux appartement, il observait Caroline derrière lui à travers le reflet, terminant d'attacher une boucle d'oreille en diamant délicate qu'il lui avait offerte pour son dernier anniversaire, une pièce coûteuse d'une joaillerie exclusive. Elle était absolument éblouissante, dans une robe en soie bleu marine qui rehaussait parfaitement la couleur intense de ses yeux clairs et contrastait magnifiquement avec sa peau diaphane. « Prêt, mon amour ?» demanda-t-elle de sa voix douce comme du velours, se tournant pour lui faire face avec ce sourire répété qu'il connaissait si bien et qui commençait dernièrement à lui paraître un peu trop artificiel. « Toujours prêt pour toi », répondit-il automatiquement, forçant le large sourire qu'elle s'attendait à voir, le sourire du fiancé amoureux et satisfait qu'il était censé être. Le trajet jusqu'au bistrot fut rempli de conversations superficielles et sûres sur son travail, sur un nouvel investissement qu'il envisageait, sur le choix final des fleurs pour le mariage qui approchait rapidement. Caroline parlait avec animation des arrangements floraux, de savoir s'il devait utiliser des roses blanches sous champagne, des lys ou des pivoines importées. Mathieu écoutait poliment, faisant des commentaires appropriés au bon moment, mais son esprit était complètement ailleurs, anticipant déjà avec une anxiété croissante l'inconfort qui l'attendait au cours des 2 ou 3 prochaines heures. Lorsqu'ils arrivèrent à l'élégant restaurant, Jean-Pierre et Catherine étaient déjà confortablement installés à la table habituelle, cette grande table ostentatoire près de la fenêtre qui offrait une vue privilégiée sur la rue Arborée. Jean-Pierre portait un costume impeccablement coupé, qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de nombreuses personnes, et Catherine était parée de ses bijoux caractéristiques et d'une robe de créateur dont elle avait tenu à mentionner l'exclusivité. Ils saluèrent Mathieu par des bises formelles, ce genre de salut qui le laissait toujours légèrement mal à l'aise, en ne sachant jamais exactement combien de bises donner ou de quel côté tourner le visage en premier. « Mathieu, mon cher, comment vont les affaires ?» demanda Jean-Pierre, avec cet accent chargé qu'il n'avait jamais perdu, comme si faire l'effort de parler parfaitement était indigne de quelqu'un de sa position. Sa poignée de main était trop ferme, presque agressive, comme s'il essayait constamment de prouver quelque chose sur sa virilité ou son pouvoir. « Très bien, Jean-Pierre. Nous venons de conclure un partenariat important avec une société européenne de logiciels qui va considérablement étendre notre présence internationale, » répondit poliment Mathieu, prenant sa place à table d'un mouvement exercé. Il remarqua immédiatement, comme toujours, que Camille n'était pas dans la salle ce soir-là. À sa place, le serveur Pascal apparut promptement avec les menus et la carte des vins, gardant cette expression professionnelle et neutre qui ne révélait jamais rien d'autre qu'une efficacité mécanique. Les commandes furent passées avec la pompe habituelle, Jean-Pierre tenant à démontrer sa profonde connaissance des vins français en choisissant une bouteille hors de prix de Bordeaux que Mathieu paierait sans sourciller à la fin de la soirée. Dès que les hors-d'œuvre arrivèrent délicatement sur la table, le rituel déjà attendu et redouté commença. Catherine se pencha vers Caroline, touchant légèrement son bras avec cette familiarité exclusive, et commença à parler en français rapidement, sa voix acquérant une animation qu'elle montrait rarement lorsqu'elle parlait, comme si la langue maternelle
libérait quelque chose de réprimé en elle. Caroline répondit dans la même langue. Et bientôt Jean-Pierre se joignit à la conversation animée, créant ce cercle impénétrable de mots incompréhensibles, qui laissait Mathieu complètement isolé une fois de plus. Ils regardaient de l'un à l'autre, essayant de paraître intéressés et engagés, souriant vaguement lorsque cela semblait approprié, hochant la tête à des moments qu'il imaginait être des pauses naturelles dans la conversation. Mais à l'intérieur, ce nœud familier de frustration et d'humiliation grandissait progressivement dans son estomac, se resserrant de plus en plus à chaque minute passée dans cette exclusion délibérée. Ce soir-là, cependant, quelque chose de différent se produisit qui mit ses instincts aiguisés d'homme d'affaires en alerte maximale. Jean-Pierre le regarda directement, en disant quelque chose de particulièrement long en français, et Catherine et Caroline éclatèrent de rire, un rire qui résonna dans l'élégant restaurant. Ce n'était pas un rire poli ou contenu, mais un éclat de rire authentique et incontrôlé, du genre qui vous fait monter les larmes aux yeux et vous oblige à vous tenir le ventre. Et le pire de tout, c'est qu'ils regardèrent tous les trois Mathieu juste après, avec des sourires qui semblaient chargés d'une signification cachée qu'ils ne pouvaient déchiffrer, mais qui n'était certainement pas positive. Mathieu sentit son visage s'échauffer intensément, ses joues devenant rouges non seulement d'embarras mais aussi d'une colère croissante qu'il permettait rarement de faire surface. Il parlait de lui, c'était absolument clair et indéniable maintenant. Ce n'étaient pas des histoires de vignobles ancestraux ou de cousins éloignés dans des villages français pittoresques. C'étaient des blagues sur lui, des commentaires qui le ridiculisaient, des observations cruelles protégées par la barrière de la langue qu'il ne maîtrisait pas. « Qu'y a-t-il de si drôle ?» demanda-t-il directement, sa voix sortant plus dure et tranchante qu'il ne l'avait prévu, brisant brusquement l'ambiance joyeuse de la table. Caroline cligna plusieurs fois des yeux, comme si elle avait momentanément oublié qu'il était assis là avec eux, et recomposa rapidement ce sourire doux et rassurant qu'elle utilisait chaque fois qu'elle avait besoin de le calmer. « Oh mon amour, papa racontait juste une histoire. » Hilarante sur un incident amusant qui lui est arrivé quand il était jeune à Paris. Un quiproquo idiot dans une station de métro qui lui a presque fait manquer un train important. Rien de grave, vraiment. Tu ne trouverais pas ça si drôle. C'est le genre de chose qui n'a de sens que lorsque tu connais le contexte culturel complet. Mais Mathieu n'était pas convaincu du tout. Il voyait clairement l'échange rapide de regards entre les trois membres de la famille. Cette communication silencieuse que les gens très proches développent au fil des ans. Ce code non-verbal qui transmettait des messages complets sans avoir besoin de mots. Il y avait quelque chose de profondément erroné dans toute cette situation. Quelque chose qui allait bien au-delà de simples conversations familiales en langue maternelle. Son instinct d'homme d'affaires, celui-là même qui l'alertait lorsque quelque chose n'allait pas dans des négociations complexes ou lorsque quelqu'un essayait de le tromper dans des contrats millionnaires, criait de plus en plus fort en lui, exigeant son attention. Le reste du dîner se passa dans un flou inconfortable et tendu. Mathieu toucha à peine à son excellente nourriture, cette nourriture qu'en d'autres circonstances, il aurait profondément appréciée. Son estomac était trop noué, trop serré par ce mélange toxique de colère contenue, d'humiliation croissante et d'un soupçon troublant qu'il ne pouvait plus ignorer complètement. Il observait Caroline avec une attention renouvelée, cherchant des signes qu'il avait peut-être manqués auparavant, aveuglé par la passion. La façon dont elle touchait le bras de sa mère avec tant d'intimité, pendant qu'elles riaient ensemble de ses blagues françaises. La manière dont ses yeux brillaient lorsque Jean-Pierre faisait un commentaire particulièrement animé. La facilité naturelle avec laquelle elle alternait entre les deux mondes, et il n'appartenait qu'à l'un d'eux. Le monde inférieur est moins intéressant. Lorsqu'ils quittèrent enfin le restaurant, après ces 3 heures interminables qui avaient semblé durer une éternité, Mathieu était épuisé émotionnellement, vidé de toute énergie. Caroline dit au revoir à ses parents, avec des bises chaleureuses et prolongées, échangeant encore quelques mots rapides en français qu'il ne put saisir complètement, mais qui sonnaient comme des combinaisons secrètes ou des commentaires finaux sur la soirée. Dans la voiture, pendant le trajet de retour, elle essaya de prendre sa main comme elle le faisait toujours, ce geste d'intimité et de connexion qui aurait dû le réconforter. Mais Mathieu l'écarta doucement, prétextant qu'il devait tenir le volant plus fermement à cause du trafic dense de la nuit parisienne. « Tu vas bien, mon amour ?» demanda-t-elle avec une inquiétude apparente, se tournant pour le regarder avec ses grands yeux expressifs qui parvenaient toujours à le désarmer. « Tu es bien silencieux ce soir.
Quelque chose t'a dérangé pendant le dîner. On peut parler de tout, tu le sais. Je suis juste fatigué, Caroline. Ce fut une semaine de travail très intense, beaucoup de décisions importantes et de réunions stressantes. Mentit-il facilement, gardant les yeux fixés sur la route devant lui, sur les feux rouges et jaunes qui se mélangeaient dans le trafic dense. Mais à l'intérieur, son esprit travaillait frénétiquement, analysant chaque détail de cette soirée, chaque regard échangé, chaque rire partagé, chaque mot qu'il avait si complètement exclu de sa propre future famille. Le lendemain, Mathieu arriva au bistrot pour son déjeuner habituel, avec un poids encore plus lourd sur la poitrine que d'habitude. La nuit précédente avait laissé des traces profondes, et il n'avait pas réussi à dormir correctement, passant des heures à regarder le plafond de la chambre, pendant que Caroline dormait paisiblement à côté de lui, complètement inconsciente de la tempête de pensées et de doutes qui consumait son esprit agité. Lorsqu'il entra dans l'atmosphère familière et accueillante du restaurant, il vit immédiatement Camille, et quelque chose sur son visage confirma qu'elle aussi avait passé une nuit difficile. Il y avait de discrets cernes sombres, sous ses yeux habituellement brillants, et son expression portait un poids qu'il reconnut instantanément comme une profonde préoccupation. Elle le conduisit à sa table habituelle, cette table 7, qui lui était pratiquement réservée tous les jours, mais cette fois, elle ne posa pas la question habituelle sur sa commande. Au lieu de cela, elle hésita visiblement à côté de la table, ses mains serrant nerveusement le petit carnet de notes qu'elle portait, même en sachant qu'elle n'en aurait jamais besoin pour sa commande. « Monsieur Girard », commença-t-elle d'une voix basse et urgente, presque un murmure que lui seul pouvait entendre. « Il faut absolument que je vous parle de quelque chose d'extrêmement important. Quelque chose que j'observe depuis des mois et que je ne peux plus garder sous silence, même en courant le risque de perdre mon emploi pour cela. » Mathieu sentit son cœur s'accélérer brusquement, une décharge d'adrénaline parcourant tout son corps. « Qu'y a-t-il, Camille ?» demanda-t-il, en lui indiquant la chaise vide en face de lui, l'invitant clairement à s'asseoir. « Ah, s'il vous plaît, asseyez-vous. Si c'est important, alors nous devons parler correctement. » Elle regarda rapidement autour de la salle, vérifiant si l'un des autres employés ou le gérant observait, puis s'assit rapidement sur le bord de la chaise, comme si elle était prête à se lever et à s'enfuir à tout moment si nécessaire. Je ne sais pas exactement comment commencer, et peut-être que je me trompe complètement, et que je fais une énorme bêtise en m'immisçant dans la vie privée d'un client, dit-elle rapidement, ses mots sortant pêle-mêle à cause de son anxiété évidente. Mais je ne pourrais plus vivre avec moi-même si je ne disais rien, et que je découvrais plus tard que j'aurais pu aider à éviter quelque chose de terrible. Monsieur Girard, ces dîners mensuels que vous avez ici avec votre fiancé et ses parents, je les observe depuis longtemps, même si ce n'est pas moi qui vous sers ces soirs-là. Mathieu sentit un frisson lui parcourir l'échine, tous les poils de son corps se hérissant instantanément. « Continuez, s'il vous plaît, » dit-il d'une voix rauque, soudain absolument certain qu'il était sur le point d'entendre quelque chose qui allait tout changer. Quelque chose qui confirmerait tous ces soupçons vagues et troublants qui grandissaient en lui comme une plante vénéneuse. Camille prit une profonde inspiration, rassemblant visiblement tout son courage pour continuer cette conversation qui pourrait lui coûter son emploi et sa réputation professionnelle, si durement bâtie au fil des ans. « Je parle couramment français, monsieur Girard, » révéla-t-elle, et ses mots lui tombèrent dessus comme un seau d'eau glacée en plein été caniculaire, mettant instantanément chaque nerf de son corps en alerte maximale. Ma mère est française, originaire de Marseille, et j'ai grandi bilingue dans notre modeste mais aimante maison, alternant naturellement entre les langues depuis ma plus tendre enfance. Elle m'a appris la langue avec toute l'affection et l'attention aux détails, insistant pour que je garde le contact avec ses racines culturelles, même en étant si loin de la France. Je comprends absolument chaque mot qu'ils disent lors de ces dîners mensuels. Et ce que j'entends mois après mois, monsieur, me perturbe profondément et me révolte d'une manière que je ne peux plus ignorer en bonne conscience. Ils ne parlent pas simplement de banalités familiales ou de vieilles histoires de parents éloignés, comme votre fiancé le prétend toujours avec tant de conviction. Ils parlent de vous directement, discutent de vos caractéristiques personnelles, de vos habitudes, de votre personnalité et pas d'une manière affectueuse, respectueuse ou même neutre, comme on pourrait s'y attendre d'une famille qui se soucie réellement de quelqu'un. Le monde de Mathieu sembla basculer dangereusement sous ses pieds,
comme si le sol solide du restaurant s'était transformé en sable mouvant. Il agrippa instinctivement le bord de la table, ses doigts devenant blancs sous la force de sa poigne. « Que disent-ils exactement » Sa voix sortit tendue, contrôlée avec grand effort, mais il pouvait sentir la colère commencer à bouillir dans ses veines comme de la lave sur le point d'exploser d'un volcan. Camille détourna le regard momentanément, clairement mal à l'aise d'être la porteuse de nouvelles aussi dévastatrices, mais elle croisa à nouveau son regard avec une détermination renouvelée. « Il vous affuble de divers noms irrespectueux et cruels, monsieur. Des termes que je ne voudrais pas traduire littéralement, mais qui signifient en gros qu'il vous considère comme ignorant, sans culture, sans véritable classe. Jean-Pierre fait fréquemment des blagues sur vos origines modestes, sur le fait que vous n'êtes qu'un nouveau riche sans réel raffinement. Quelqu'un qui a de l'argent mais pas d'éducation aristocratique ou de lignée. Il imite votre façon de parler, vos expressions, la manière dont vous tenez vos couverts. Catherine rit et fait des commentaires sur la banalité de votre famille, sur le fait que vos parents n'étaient que de simples commerçants sans aucune distinction sociale. Chaque mot était comme un coup de poignard précis dans la poitrine de Mathieu, traversant ses défenses et frappant directement son cœur exposé. « Et Caroline » demanda-t-il, bien qu'il connaisse déjà instinctivement la réponse, qu'il puisse déjà sentir la vérité amère se former comme de la bile dans sa gorge. Elle participe à ces conversations. Elle rit aussi des blagues sur moi. Camille hocha lentement la tête, une tristesse authentique remplissant ses yeux expressifs, alors qu'elle confirmait le pire. Oui, monsieur Girard, non seulement elle participe, mais elle est souvent à l'origine de ces commentaires malveillants. Elle dit que vous êtes si naïf et confiant, si facile à manipuler parce que vous cherchez désespérément leur approbation. Elle mentionne fréquemment votre argent, combien vous avez, les investissements que vous faites, les propriétés que vous possédez. Ils discutent de stratégie, de plans détaillés. Monsieur Girard, avec tout le respect que je vous dois et considérant que je m'immisce peut-être trop dans des affaires qui ne me regardent pas, mais je dois le dire clairement. Il planifie quelque chose impliquant votre patrimoine et votre fortune. Il y a des conversations spécifiques sur l'accès au compte, sur des documents que Caroline a besoin que vous signiez après le mariage, sur des procurations et des transferts de biens. Mathieu sentit tout le sang quitter son visage, le laissant pâle comme du papier. Deux vérités absolues et incontournables se cristallisèrent simultanément et douloureusement dans son esprit à ce moment terrible. Premièrement, l'amour de sa vie ne l'aimait pas du tout, ne l'avait jamais vraiment aimé. Et toute cette farce élaborée de relations parfaites n'était qu'un piège soigneusement construit et méticuleusement exécuté. Deuxièmement, sa propre naïveté désespérée et son besoin pathétique d'être accepté par cette famille de la prétendue élite lui avaient presque coûté tout ce qu'il avait construit avec tant de sacrifices, de sueur et d'années de travail acharné. « Ils m'utilisent », dit-il, non pas comme une question cherchant confirmation, mais comme l'affirmation froide et dure d'un fait incontestable. Pendant tout ce temps, toute cette relation soigneusement planifiée de 2 ans n'était qu'une machination élaborée pour voler mon argent. Je suis profondément désolé d'être celle qui vous l'apprend, monsieur Girard, dit doucement Camille, tendant sa main sur la table dans un geste sincère de réconfort et de solidarité. J'ai débattu avec moi-même pendant des mois pour savoir si je devais m'en mêler ou non, si c'était ma place de dire quelque chose, mais je ne pouvais plus assister en silence à la façon dont des gens qui ne vous respectent manifestement pas et ne vous valorisent pas continuaient à vous tromper aussi effrontément. Vous méritez bien mieux que cela. Vous méritez d'être aimé vraiment pour qui vous êtes, pas pour la taille de votre compte en banque ou les propriétés que vous possédez. Mathieu regarda cette jeune serveuse assise en face de lui, cette personne simple et honnête, qui travaillait dur pour payer son école de gastronomie et qui venait de risquer son gagne-pain pour le sauver d'un désastre financier et émotionnel monumental. Et puis il pensa mentalement à Caroline, cette femme éblouissante et sophistiquée qu'il pensait si bien connaître, qu'il imaginait aimer profondément, mais qui en réalité était une parfaite étrangère calculatrice, portant un masque parfait d'affection et de dévotion. La différence entre les deux femmes ne pouvait être plus flagrante et dévastatrice. « Merci Camille », parvint-il enfin à dire, la voix étranglée par l'émotion bouleversante qui menaçait de déborder. « Vous n'avez pas idée du cadeau inestimable que vous venez de me faire, même si cela n'y paraît pas en ce moment douloureux. Vous m'avez donné la vérité nue et crue,
Et la vérité, aussi brutale et déchirante soit-elle, vaut toujours infiniment plus que le mensonge le plus confortable et le plus rassurant. Il fit une pause, essayant d'organiser le tourbillon de pensées chaotiques dans son esprit surchargé. « J'ai besoin d'un service supplémentaire de votre part, si vous êtes disposé et à l'aise pour m'aider. »« Tout ce que je peux faire pour aider, monsieur, » répondit-elle promptement sans hésitation apparente. « Lors du prochain dîner mensuel, dans 3 semaines exactement, j'ai besoin que vous soyez ici à travailler, même si ce n'est pas votre service habituel ce soir-là. J'aurai besoin d'un témoin fiable qui comprend parfaitement le français, quelqu'un qui puisse entendre clairement ce qu'ils disent et qui puisse tout confirmer par la suite si nécessaire. Seriez-vous prête à faire cela pour moi, même si cela signifie changer votre planning de travail ?» Camille n'hésita pas une seule seconde. « Je serai là, monsieur Girard. Vous pouvez compter sur moi entièrement. »« Eh, monsieur » ajouta-t-elle, sa voix chargée d'une détermination féroce qu'il n'attendait pas. « Si vous avez besoin que je témoigne formellement de ce que j'ai entendu ces derniers mois, que je fasse une déposition officielle si nécessaire, je le ferai aussi sans hésiter. Ce qu'ils font est profondément mal et cruel à tous les niveaux possibles. » Mathieu hocha la tête avec gratitude, sentant une vague de soulagement mêlée à la douleur aiguë de la trahison fraîchement découverte. Pour la première fois depuis des années, depuis qu'il avait rencontré Caroline lors de cet événement de gala de bienfaisance où elle l'avait complètement charmé par sa beauté et son intelligence apparente, il se permit de voir clairement à travers l'illusion soigneusement construite. Et ce qu'il voyait était laid, sordide et calculateur d'une manière qui le faisait douter de son propre jugement et de sa capacité à lire les gens correctement. Comment lui, qui s'était toujours enorgueilli de son intuition aiguisée en affaires, avait-il pu être si complètement aveugle dans sa vie personnelle? Comment avait-il permis à son désir désespéré d'acceptation sociale et à sa profonde solitude de faire de lui une proie si facile et consentante? Les 3 semaines suivantes furent les plus difficiles de toute la vie de Mathieu jusqu'à ce moment crucial. Il devait continuer sa routine normale comme si rien n'avait fondamentalement changé, comme si son monde entier n'avait pas été complètement bouleversé par cette révélation dévastatrice. Il devait continuer à être le fiancé attentionné et passionné. Il devait sourire lorsque Caroline parlait avec enthousiasme des préparatifs finaux du mariage, dont il savait maintenant avec une certitude absolue qu'ils n'auraient jamais lieu. Il devait feindre un intérêt sincère lorsqu'elle montrait des échantillons de tissus pour les nappes ou des photos d'arrangements floraux élaborés qui coûtèrent des fortunes, alors que tout ce qu'il voulait vraiment, c'était la confronter immédiatement et voir ce masque parfait tomber enfin, révélant la véritable personne calculatrice en dessous. Chaque baiser qu'elle lui donnait semblait empoisonné maintenant. Chaque mot doux sonnait faux à ses oreilles attentives et méfiantes. Il observait chacun de ses gestes avec un nouvel œil critique, cherchant les incohérences qu'il avait auparavant ignorées aveuglément, trop amoureux pour voir. La façon dont elle changeait toujours de sujet lorsqu'il posait des questions sur des détails spécifiques de son enfance ou sur d'anciens amis. La manière dont elle évitait de le présenter à des gens de son passé, toujours avec des excuses convaincantes de distance ou de perte de contact. Les petits dérapages occasionnels dans ses histoires élaborées sur la famille, des détails qui ne collaient pas parfaitement, mais qu'il avait toujours rejetés comme de simples trous de mémoire. Maintenant, tout prenait un sens terrible et dérangeant, comme les pièces d'un puzzle macabre s'assemblant enfin pour révéler une image qu'il aurait préféré ne pas voir. Mais Mathieu était un brillant stratège. Ce n'était pas par hasard qu'il avait bâti un empire à partir de rien, en affrontant des concurrents bien plus établis et puissants. Il savait qu'il avait besoin de preuves concrètes et irréfutables, pas seulement de la parole de Camille, même s'il lui faisait entièrement confiance. Il avait besoin que Caroline et sa famille se révèlent complètement, qu'ils montrent leurs véritables intentions de manière si claire et sans équivoque qu'il ne puisse y avoir aucune négation ou explication alternative possible. Pendant ces 3 semaines interminables, il consulta discrètement son avocat personnel de confiance, un homme expérimenté nommé Maître Antoine Lefebvre, qui l'accompagnait depuis les premiers jours de sa petite entreprise. Il expliqua la situation délicate en termes généraux, sans révéler de noms spécifiques au départ, et demanda conseil sur la manière de procéder légalement pour protéger son patrimoine, si ses soupçons dévastateurs se confirmaient de manière définitive. Maître Lefebvre, un homme grisonnant de 60 ans aux yeux rusés, qui avait tout vu en des décennies de pratique du droit,
écouta attentivement sans l'interrompre une seule fois, prenant des notes précises sur son bloc en cuir italien. Quand Mathieu eut terminé son récit douloureux, l'avocat soupira lourdement, un son qui portait des décennies d'expérience avec la nature la plus sordide et la plus calculatrice de l'être humain. « Mathieu, mon jeune ami, malheureusement, des cas comme celui-ci sont plus courants que vous ne l'imaginez ou ne voudriez le croire. Des gens qui ne voient les relations que comme des transactions financières, qui sont capables de feindre l'amour pendant des années, si cela signifie l'accès à une fortune considérable. » L'avocat fit une pause, ses doigts tambourinant pensivement sur le bureau en acajou. « Nous avons besoin de preuves solides, de préférence des enregistrements audio ou vidéo qui démontrent clairement l'intention frauduleuse. Vous avez mentionné que vous aurez un témoin qui parle couramment français et qui peut confirmer le contenu des conversations. C'est excellent, mais il nous faut plus. » Mathieu hocha fermement la tête, la mâchoire serrée par une détermination de fer. « Je veux installer un équipement d'enregistrement discret à la table du restaurant avant le prochain dîner. Est-il possible de le faire légalement, en respectant toutes les lois sur la vie privée tout en obtenant des preuves utilisables ?» Maître Lefebvre réfléchit attentivement, ses doigts entrelacés sous son menton, tandis qu'il considérait les implications juridiques complexes. En France, l'enregistrement de conversation est autorisé lorsque l'une des parties impliquées y consent. Vous serez présent à table, vous êtes donc techniquement l'une des parties à la conversation, même si vous ne comprenez pas la langue parlée. Je peux plaider légalement que vous aviez des motifs raisonnables de suspecter une conduite frauduleuse et que vous protégiez vos intérêts légitimes. De plus, nous engagerons un traducteur juré indépendant pour traduire officiellement les enregistrements, leur donnant une validité légale complète devant un tribunal si nécessaire. Je suggère également que vous ayez au moins un témoin supplémentaire présent, quelqu'un de confiance absolue qui puisse confirmer ultérieurement que l'enregistrement n'a pas été altéré ou manipulé d'une quelconque manière. C'est ainsi que le soir fatidique du 3e jeudi, Mathieu arriva au bistrot 1 heure avant l'heure prévue pour le dîner. Camille était déjà là, l'attendant, vêtu de son uniforme impeccable, mais avec une expression tendue qui révélait ses nerfs à vif. Avec elle se trouvait un technicien discret, recommandé par Maître Lefebvre, un homme petit et silencieux qui installa rapidement des microphones minuscules et pratiquement invisibles sous la table, dissimulés avec maîtrise parmi les sculptures décoratives du bois travaillé. Le système transmettrait tout à un enregistreur sécurisé dans une arrière-salle privée du restaurant où Maître Lefebvre lui-même serait présent pendant tout le dîner, surveillant et documentant tout méticuleusement. « Tout est prêt, monsieur Girard », et informa le technicien à voix basse, rangeant ses outils spécialisés. « La qualité audio sera cristalline. Elle captera même les chuchotements les plus discrets. J'ai testé le système 3 fois pour m'assurer qu'il fonctionne parfaitement. Il n'y a aucune possibilité de défaillance technique. » Mathieu le remercia d'un signe de tête, la gorge soudainement trop serrée pour les mots. Il regarda Camille, qui était restée à ses côtés pendant tout le processus comme une sentinelle fidèle et courageuse. « Vous n'avez pas besoin de faire ça, » dit-il doucement, lui donnant une dernière chance de se retirer si elle le souhaitait. « Vous en avez déjà fait plus qu'assez en m'alertant de la situation. Je ne veux pas que vous risquiez votre emploi ou que vous vous mettiez dans une position inconfortable à cause de moi. »« Je dois le faire, monsieur Girard, » répondit-elle avec une conviction inébranlable dans sa voix habituellement douce. « Pas seulement pour vous, mais pour moi aussi. Je ne pourrais pas me regarder dans le miroir chaque matin en sachant que j'aurais pu aider à empêcher une injustice aussi grande et délibérée, mais que j'ai choisi de rester silencieuse par lâcheté ou par convenance. De plus, ajouta-t-elle avec un petit sourire triste, ils m'ont traité avec mépris pendant des mois, faisant des commentaires désobligeants sur moi en français chaque fois qu'ils me voient au restaurant, supposant que je ne suis qu'une autre serveuse ignorante qui ne comprend pas leur langue supérieure. C'est aussi devenu personnel pour moi maintenant. Lorsque Caroline arriva ponctuellement à 20h, éblouissante comme toujours dans une robe rouge qui avait certainement coûté une fortune et qui mettait parfaitement en valeur sa silhouette enviable, elle trouva Mathieu déjà assis calmement à table, apparemment détendu et souriant. Elle n'avait aucune idée du piège soigneusement préparé qui l'attendait, n'avait aucun soupçon de ce qui était sur le point de se produire et qui allait tout changer de manière irréversible. « Bonsoir, mon amour » dit-elle doucement, se penchant pour l'embrasser de ce baiser répété qu'il reconnaissait maintenant comme complètement faux et calculé. « Tapi qu'un
Maintenant, tu bâtis très bien. Tu sembles un peu tendu. Tu as eu une journée difficile au bureau. Juste fatigué, chérie. Te mentit-il facilement, lui rendant son sourire par un autre qui, il l'espérait, semblait assez authentique pour ne pas éveiller les soupçons. Beaucoup de réunions consécutives et de décisions importantes à prendre. Mais maintenant, je suis là avec toi. Et tes parents ne vont pas tarder, donc tout est parfait comme toujours. Jean-Pierre et Catherine arrivèrent quelques minutes plus tard, ponctuels comme toujours, apportant avec eux cette aura caractéristique de supériorité aristocratique que Mathieu voyait maintenant clairement pour ce qu'elle était réellement. L'arrogance vide de gens qui vivaient des gloires passées d'ancêtres morts depuis des siècles et qui n'avaient probablement rien accompli de significatif par leur propre mérite de toute leur vie, parasitèrent. Les salutations formelles furent échangées, les commentaires superficiels sur le temps et le trafic parisien furent faits, puis vinrent les commandes élaborées. Mathieu remarqua Camille s'approcher pour prendre la commande, et il ressentit une vague de profonde gratitude pour cette femme courageuse qui risquait tant pour un étranger. Pour un simple client qu'elle connaissait à peine, au-delà de déjeuners cordiaux et de brèves conversations. Elle garda son expression parfaitement professionnelle et neutre, ne révélant absolument rien de la tempête qui était sur le point de s'abattre sur cette table élégamment dressée. Dès qu'elle s'éloigna discrètement, avec les commandes notées, le spectacle familier et désormais sinistrement transparent commença. Jean-Pierre attendit juste que les hors-d'œuvre arrivent avant de se tourner vers Caroline et de commencer à parler en français. Sa voix chargée de cette animation particulière que Mathieu reconnaissait maintenant comme une malice à peine déguisée. Mais cette fois, Mathieu était préparé. Cette fois, chaque mot était capturé et enregistré avec une clarté parfaite. Cette fois, il n'y avait aucun moyen de nier ou d'expliquer autrement ce qui était dit. Et Mathieu écouta grâce à la petite oreillette discrète que Maître Lefebvre avait insisté pour qu'il porte, connecté à un traducteur en temps réel, chaque mot venimeux étant instantanément transcrit en français, compréhensible, dans sa voix mécanisée mais parfaitement claire. Il entendit Jean-Pierre commenter cyniquement à quel point Mathieu était pathétique dans son besoin désespéré d'approbation sociale, à quel point il était si facile à manipuler avec de faux sourires et des compliments vides sur son entreprise ou ses réalisations professionnelles. Il entendit Catherine ajouter avec un dédain à peine dissimulé qu'elle avait hâte d'avoir accès à ses comptes bancaires après le mariage, qu'il pourrait enfin vivre dans le style luxueux qu'il méritait vraiment en tant que descendant de l'aristocratie française, même si cette aristocratie était complètement inventée. Elle mentionnait spécifiquement un appartement de luxe qu'elle voulait acheter à Paris avec son argent, des voyages mensuels en Europe en première classe, des bijoux et des vêtements de créateurs exclusifs qu'elle avait toujours désirés, mais n'avait jamais pu s'offrir avec les ressources limitées qu'il possédait réellement. Et puis il entendit Caroline, sa Caroline bien-aimée qu'il imaginait connaître si intimement après 2 ans passés ensemble, rire aux éclats et dire avec un dédain tranchant et une cruauté surprenante qu'il était comme un petit chien obéissant et bien dressé, si reconnaissant pour la moindre attention ou affection qu'elle daignait lui accorder, qu'il ferait littéralement n'importe quoi de ce qu'elle demanderait sans poser de questions, y compris signer des procurations et des documents juridiques complexes, sans les lire correctement, parce qu'il lui faisait aveuglément confiance avec une naïveté presque infantile. Chaque mot était un coup de poignard précis dans son cœur, chaque rire partagé entre les 3 conspirateurs était comme du sel frotté sur des plaies ouvertes et saignantes. Chaque commentaire cruel confirmait tout ce que Camille avait dit et détruisait. Chaque souvenir heureux qu'il pensait avoir construit avec cette femme au cours des dernières années de sa vie. Mathieu sentit quelque chose se briser, définitivement en lui, comme une corde trop tendue, qui finit par se rompre avec un claquement audible. Ce n'était pas seulement son cœur qui se brisait, bien que cela se produise certainement de manière douloureuse et irréversible. C'était aussi la dernière illusion qui tombait, le dernier espoir qui mourait, la dernière étincelle de doute qui s'éteignait complètement. Maintenant, il savait avec une certitude absolue et irréfutable, il n'y avait plus de place pour les questions ou pour accorder le bénéfice du doute. Ils étaient exactement ce que Camille avait dit qu'ils étaient, des escrocs sophistiqués, des parasites en cravate et robes de créateurs qui ne voyaient en lui qu'une banque ambulante, prête à être systématiquement pillée. Pendant tout le dîner interminable, Mathieu joua son rôle de fiancé passionné et naïf,
avec une perfection qui aurait surpris n'importe quel acteur professionnel. Il sourit au bon moment, hocha la tête en signe d'accord lorsque cela semblait approprié, et garda cette expression légèrement perdue qu'il s'attendait à voir lorsqu'il l'isolait avec leur conversation. Mais à l'intérieur, il faisait des calculs froids et précis, planifiant chaque étape suivante avec la même méticulosité stratégique qu'il utilisait pour écraser ses concurrents dans le monde impitoyable des affaires. Lorsque le dîner se termina enfin après 3 heures qui semblèrent durer une éternité angoissante, Mathieu insista pour payer généreusement l'addition comme il le faisait toujours, laissant un pourboire excessivement grand qui fit brièvement écarquiller les yeux de Camille avant qu'elle ne reprenne son masque professionnel. Tandis que Caroline disait affectueusement au revoir à ses parents conspirateurs sur le parking du restaurant, échangeant des bises et quelques mots venimeux supplémentaires que la petite oreillette cachée dans son oreille capturait impitoyablement, Mathieu envoya un message rapide et discret à Maître Lefebvre par téléphone portable. « Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Procédez immédiatement comme prévu dans les moindres détails. » La réponse vint presque instantanément, un simple « confirmé » qui portait le poids de conséquences irréversibles. Le lendemain matin, un vendredi ensoleillé qui promettait d'être magnifique, Caroline se réveilla dans l'appartement luxueux qu'elle partageait avec Mathieu, complètement inconsciente de la tempête dévastatrice qui était sur le point de s'abattre sur sa tête, parfaitement coiffée. Elle prit son petit déjeuner élaboré, tout en feuilletant distraitement un magazine de décoration coûteux, planifiant mentalement comment redécorer cet appartement avec son argent dès qu'il serait officiellement marié, et qu'elle aurait un accès légal complet à ses finances. « Mathieu » appela-t-elle doucement depuis la chambre. « Tu peux venir un moment, s'il te plaît. J'ai besoin que tu regardes quelques options de lune de miel que j'ai sélectionnées. J'hésite entre Santorin et les Maldives. Les deux sont paradisiaques, mais je n'arrive pas à me décider seul. » Mathieu entra calmement dans la chambre, vêtu d'un costume impeccable comme toujours, mais portant une mallette en cuir qu'elle ne reconnut pas immédiatement. Il y avait quelque chose de différent dans son expression, quelque chose de froid et de distant dans ses yeux, qui la regardait habituellement avec une adoration complète et inconditionnelle. « Caroline, nous devons parler de quelque chose d'extrêmement important et urgent, » dit-il, sa voix dénuée de toute émotion perceptible, complètement neutre et professionnelle. « Assieds-toi, s'il te plaît. Cela va prendre un certain temps et nécessite ton attention complète et indivisible. » Elle fronça légèrement les sourcils, une petite ride de confusion apparaissant entre ses sourcils parfaitement épilés, mais elle obéit docilement, s'asseyant sur le bord du lit dans cette robe de soie qu'elle portait pour dormir et qui coûtait plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. « Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Tu me fais peur avec ce ton si sérieux et formel. Il s'est passé quelque chose de grave au travail. Un problème avec les investisseurs ou les actionnaires, Siddiqui. Il ne s'agit pas du travail, » répondit-il calmement, ouvrant méthodiquement la mallette et commençant à en sortir des documents organisés dans un ordre précis. « Il s'agit de nous, ou plutôt de la farce élaborée que toi et ta charmante famille avez perpétrée contre moi au cours des 2 dernières années de ma vie. » Il posa la première feuille sur le lit entre eux. « Voici la transcription officielle complète, faite par un traducteur juré certifié, de la conversation que tu as eue avec tes parents hier soir au dîner quand vous pensiez que je ne comprenais absolument rien à ce que vous disiez. » Le visage de Caroline blêmit instantanément, tout le sang se retirant de ses joues roses, révélant une pâleur cadavérique. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur authentique, alors qu'elle saisissait le document avec des mains qui commençaient à trembler visiblement. « Mathieu, je peux tout expliquer, » commença-t-elle désespérément, sa voix montant d'une octave entière. « Tu ne comprends pas le contexte complet de ces conversations. Tu interprètes tout de manière complètement erronée et déformée. »« Je comprends parfaitement, » l'interrompit-il froidement, sa voix tranchante comme de l'acier trempé. « Je comprends chaque mot venimeux, chaque commentaire cruel, chaque plan sordide depuis des mois grâce à Camille, la serveuse que vous traitez avec tant de mépris et qui parle couramment français grâce à sa mère marseillaise. Elle m'a tout dit il y a des semaines. Hier soir, c'était simplement pour obtenir des preuves irréfutables et juridiquement valables. » Il posa d'autres documents sur le lit systématiquement. « Voici les enregistrements audio de tous les dîners des 3 derniers mois, obtenus légalement, puisque j'étais présent en tant que partie aux conversations. Voici la déposition formelle signée et reconnue de Camille sur tout ce qu'elle vous a entendu dire sur moi,
pendant toute notre relation fabriquée. Et ici, ajouta-t-il avec une satisfaction amère qu'il n'essaya pas de cacher, se trouve l'analyse détaillée faite par mes experts comptables judiciaires sur les véritables finances de votre famille apparemment aristocratique. Caroline essaya de saisir les papiers, mais ses mains tremblaient tellement qu'ils faillirent tomber sur le sol en marbre. Mathieu continua implacablement, sa voix gardant ce ton professionnel et distant qu'il utilisait dans les négociations difficiles. Vous n'êtes pas des descendants de l'aristocratie française, comme vous l'avez toujours prétendu si fièrement. Vos ancêtres étaient des commerçants ordinaires de l'île qui ont fui des dettes considérables. Toute cette histoire de vignobles ancestraux et de propriétés à Avignon est complètement fabriquée, pure fantaisie élaborée. Votre père a travaillé comme un modeste vendeur d'assurance pendant des années avant de prendre une retraite anticipée, à la suite d'une manœuvre douteuse que mes enquêteurs sont encore en train d'analyser en détail. Votre mère n'a jamais travaillé un seul jour de sa vie d'adulte. Vous vivez d'apparence soigneusement entretenue et de dettes croissantes sur des cartes de crédit dont vous pouvez à peine payer les intérêts mensuels. Ce n'est pas vrai, protesta faiblement Caroline, des larmes commençant à couler sur son visage maintenant sans aucun maquillage pour cacher ses imperfections. Ses yeux, autrefois si beaux et expressifs, semblaient petits et rouges tandis que le mascara coulait. Tu crois des étrangers et des enquêteurs coûteux au lieu de croire la femme qui t'aime et qui va t'épouser dans quelques semaines? J'aimais une illusion, corrigea durement Mathieu, chaque mot pesant comme du plomb. J'aimais une personne qui n'a jamais vraiment existé, un personnage élaboré que tu as interprété magistralement pendant 2 ans. Félicitations pour cette performance exceptionnelle, Caroline. Tu devrais sérieusement envisager une carrière au théâtre. Tu as un réel talent pour feindre des émotions que tu ne ressens pas. Mais cette farce élaborée est définitivement terminée maintenant. Il posa le dernier jeu de papier sur le lit. Ce sont les documents officiels d'annulation de notre mariage. Les fournisseurs ont tous déjà été notifiés et dédommagés financièrement pour les désagréments. La bague de fiançailles hors de prix, qui a coûté plus que ce que beaucoup de gens gagnent en des années, je la veux de retour immédiatement. Et tu as exactement 48 heures pour retirer complètement tes affaires de cet appartement avant que les serrures ne soient changées et le système de sécurité reprogrammé. Caroline le regardait avec un mélange dévastateur de choc, de colère croissante et de désespoir absolu. Elle cherchait clairement ses mots, des arguments qui pourraient renverser cette situation catastrophique, mais pour la première fois de sa vie de manipulatrice, elle semblait complètement démunie de ressources ou de stratégie. Tu vas vraiment jeter tout ce que nous avons construit ensemble à cause de quelques conversations privées qui ont été mal interprétées, tenta-t-elle une dernière fois, la voix étranglée mais avec une pointe de colère apparaissant. À cause d'une serveuse envieuse qui veut clairement prendre ma place dans ta vie? Mathieu rit, mais c'était un son complètement dépourvu d'humour ou de joie, un son amer et tranchant. Nous n'avons absolument rien construit ensemble, Caroline. Tu as construit un piège élaboré, et j'ai été assez stupide pour y tomber tête baissée parce que j'étais aveuglé par la solitude et le désir désespéré d'acceptation sociale. Quant à Camille, elle a fait preuve de plus de caractère authentique et de courage moral en un seul acte d'honnêteté que toi en 2 années entières de mensonges méticuleusement construits. Maintenant, s'il te plaît, commence à faire tes valises. Mes avocats prendront contact avec toi et tes parents au sujet des conséquences légales potentielles de la tentative d'escroquerie s'ils décident de contester quoi que ce soit ou d'essayer de m'extorquer de l'argent d'une manière ou d'une autre à l'avenir. 3 mois s'écoulèrent depuis ce jour dévastateur mais libérateur. Mathieu fut surpris de constater que la douleur aiguë de la trahison s'estompait progressivement plus rapidement qu'il ne l'avait anticipé. Peut-être parce qu'au fond de son cœur, il avait toujours su que quelque chose n'allait pas, avait toujours ressenti cette dissonance gênante entre ce que Caroline disait et ce que ses yeux froids et calculateurs exprimaient réellement quand elle pensait que personne n'observait. Ou peut-être était-ce simplement parce que la vérité, aussi douloureuse soit-elle au départ, est toujours plus facile à traiter et à surmonter que de vivre plongé dans des mensonges réconfortants qui finiront par se révéler encore plus destructeurs. Il passa du temps intensément concentré sur son travail, se plongeant dans de nouveaux projets ambitieux et étendant son entreprise à des marchés internationaux qu'il avait toujours voulu explorer mais n'avait jamais trouvé le temps. Ces soirées étaient remplies non pas d'événements sociaux vides et de dîners torturants,
mais de livres qu'il avait toujours voulu lire, de films classiques qu'il n'avait jamais vus, et même de cours de français que, ironiquement, il prenait maintenant de son plein gré, non par obligation sociale ou besoin d'acceptation. Et chaque jour, sans exception, il déjeunait au petit bistrot du Marais. Mais maintenant, la relation entre lui et Camille avait subtilement changé de manière irréversible. Elle était toujours professionnelle et attentionnée, mais il y avait une nouvelle connexion là, une amitié authentique basée sur le respect mutuel et l'honnêteté qu'il n'avait jamais eue avec Caroline. Ils parlèrent de livres et de films, de rêves et d'ambitions futures, de la vie en termes généraux. Et progressivement, Mathieu réalisa qu'il attendait avec impatience ses déjeuners, non pas pour l'excellente nourriture, mais pour sa compagnie, pour la façon dont ses yeux brillaient lorsqu'elle parlait avec passion d'un nouveau plat qu'elle apprenait à préparer à l'école, pour la façon dont elle riait sincèrement de ses blagues, sans mesurer si elles étaient assez sophistiquées. C'étaient des moments simples, authentiques, complètement dépourvus d'artifices ou de jeux psychologiques. Et pour la première fois depuis des années, Mathieu se sentait vraiment heureux, vraiment en paix avec lui-même et avec ses choix de vie. Fin de l'histoire, cher auditeur. Nous espérons sincèrement que l'histoire de Mathieu et le courage impressionnant de Camille ont profondément touché vos cœurs et vous ont peut-être même fait réfléchir à l'importance de la vérité et de l'authenticité dans nos vies. Si vous avez été ému par ce récit captivant sur la trahison découverte, sur le courage inattendu de gens simples et sur la rédemption qui vient lorsque nous ouvrons enfin les yeux pour voir la réalité, alors s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne ici sur YouTube. Votre soutien est fondamental pour que nous puissions continuer à vous apporter des histoires uniques et captivantes comme celle-ci chaque jour. Laissez un like, pouce bleu, sur cette vidéo si l'histoire vous a marqué d'une manière ou d'une autre. Et plus important encore, venez dans les commentaires partager avec nous vos réflexions et expériences. Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez découvert que des personnes proches n'étaient pas celles qu'elles prétendaient être? Comment avez-vous géré cette révélation douloureuse? Vos commentaires aident non seulement la chaîne à grandir et à toucher plus de gens, mais créent également une communauté où nous pouvons tous apprendre des expériences des autres. Chaque jour, nous apportons de nouvelles histoires qui explorent profondément la complexité fascinante de la vie, du véritable amour contre le faux amour, de la trahison et du pardon, du courage de faire ce qui est juste même lorsque c'est difficile. Ne manquez pas nos prochains contenus émouvants. Activez la cloche de notification pour être averti chaque fois qu'une nouvelle histoire est publiée. Et si vous avez particulièrement aimé ce récit, sur Mathieu et Camille, nous avons une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes sur les secondes chances, sur les découvertes qui changent des vies et sur des gens ordinaires qui font des choses extraordinairement courageuses. Trouvez cette playlist ici sur la chaîne et plongez dans d'autres récits qui vous feront réfléchir, vous émouvoir et peut-être voir le monde d'une perspective un peu différente. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans ce voyage émotionnel aujourd'hui. Votre présence ici fait toute la différence. À la prochaine histoire. Et souvenez-vous toujours, la vérité peut faire mal au début, mais elle vaut toujours mieux que de vivre un mensonge confortable qui finira par s'effondrer de manière encore plus destructrice. Prenez soin de vous et à bientôt.